Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette soirée spéciale 1er mai organisée par Attac, la CGT, la Confédération paysanne, la FSU, Greenpeace, les Amis de la Terre, Oxfam et l'Union syndicale solidaire en partenariat avec Basta, l'Humanité, la Relève et la Peste, Politis et Regard et Mediapart, au nom duquel j'interviens. Nous sommes peut-être confinés, mais nous sommes surtout mobilisés. Et nous sommes mobilisés autour d'un appel qui a été lancé au tout début du confinement par 18 responsables d'organisations syndicales, associatives, écologistes. C'est une tribune qui disait plus jamais ça, préparons le jour d'après. Elle liait indissociablement les questions sociales, écologiques, démocratiques, féministes sous l'effet du choc de la pandémie de Covid-19. Sa conclusion disait qu'à la fin de la pandémie, quand ce sera possible, nous nous donnons toutes et tous rendez-vous pour réinvestir les lieux publics et construire notre jour d'après. Nous en appelons à toutes les forces progressistes et humanistes et plus largement à toute la société pour reconstruire ensemble un futur écologique, féministe, social, en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral. Dans la foulée de cette tribune, 16 associations, syndicats ont lancé une pétition que vous pouvez toujours signer en ligne qui justement propose de préparer ce jour d'après avec des mesures précises. Ce plus jamais ça, construisons ensemble le jour d'après, propose 4 mesures d'urgence, et elles sont toujours d'actualité, et 3 mesures pour tout de suite, mais surtout de long terme. Les 4 mesures d'urgence disent l'arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l'épidémie, et c'est toujours une bataille, les réquisitions des établissements médicaux et privés et des entreprises afin de produire dans l'urgence masques, respirateurs et tout le matériel nécessaire pour sauver des vies, et nous savons toutes et tous combien c'est encore une bataille. Troisièmement, la suspension immédiate des versements de dividendes, rachats d'actions et bonus au PDG. Quatrièmement, la décision de ne pas utiliser les 750 milliards d'euros de la BCE pour alimenter les marchés financiers, mais uniquement pour financer les besoins sociaux et écologiques des populations. Et pour ce qui est des 3 mesures à plus long terme, premièrement, un plan de développement de tous les services publics en France et dans le monde. Deuxièmement, une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions financières renforcée et une véritable lutte contre l'évasion fiscale. Et enfin, troisièmement, un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l'agriculture, de l'industrie et des services pour les rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations et de répondre à la crise écologique. Voilà l'enjeu de cette soirée. C'est cela que nous allons détailler avec toutes celles et tous ceux qui ont organisé ces appels. Quel est l'enjeu de ce 1er mai où nous sommes peut-être confinés, mais surtout mobilisés? C'est de nous rassembler et de nous rapprocher les uns des autres, d'échanger, de partager, de faire savoir, de faire connaître tout ce que nous avons encore mieux compris sous le choc de l'événement. Ce virus inattendu, imprévu et toujours menaçant et plein d'énigmes, c'est comme un court-circuit. Il vient et il fait disjoncter le monde entier. Nous sommes à l'arrêt. Tout d'un coup, nous sommes obligés de regarder comment ce monde courait à sa perte, courait vers un abîme. Il y a un effet révélateur y compris pour celles et ceux qui n'avaient pas vu tout cela. Le premier révélateur qui concerne le monde entier, c'est combien notre espèce dans sa prétention à dominer la nature, dans sa prétention de puissance, dans sa prétention à ignorer le tout vivant du monde dont elle fait partie, se met en péril. Elle met en péril
les autres espèces du tout vivant, mais elle se met elle-même en péril. Toujours sur le monde, combien notre univers de consommation va avec la destruction du vivant et combien il est à l'inverse de ce que nous devrions faire, la précaution, l'humilité, veiller à la fragilité du vivant du monde. Combien notre univers de vitesse va avec une certaine forme d'irresponsabilité de nos élites dirigeantes qui sont d'abord motivées par le profit, par l'égoïsme, au lieu de promouvoir les valeurs qu'il a fallu mobiliser pour lutter contre l'épidémie, des valeurs d'entraide, de solidarité, de coopération, l'inverse de ce que défend ce monde actuel. Et puis, toujours sur ce révélateur par rapport au monde, quand on voit ces avions qui sont au sol et cette moitié de l'humanité qui est immobilisée, combien notre globalisation marchande n'est pas la mondialisation humaniste, solidaire, en relation d'interdépendance, de fraternité que nous défendons. Mais au-delà de ça, dans notre pays, le révélateur a été encore plus impitoyable. Nous avons vu le prix de ces politiques néolibérales par rapport aux services publics. Nous avons documenté et dénoncé la conséquence. Et ce n'est pas l'hôpital qui a résisté, ce sont les soignants et les soignantes qui ont résisté, malgré la pénurie de masques, de lits, de tests, d'équipements, de surblouses. Nous avons vu combien la question des services publics, malmenés au cœur des mobilisations de ces dernières années, est essentielle pour faire tenir ensemble une société, pour la protéger, pour défendre y compris des vies. Nous avons vu combien au sommet de l'État, l'indifférence, le manque d'empathie, de compassion était la règle. Nous les avons vus et on l'a documenté sur la chronologie de cette épidémie partie en novembre 2019 de Chine, mais arrivée en Europe et d'abord en France. Les premiers cas étaient en France en janvier. Nous les avons vus obsédés par le tout économique. D'abord que l'économie continue, 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 au point d'être le seul pays de l'espace Schengen le 1er février à ne pas avoir levé mis l'interdiction des visas avec la Chine. Business as usual, il fallait que les affaires continuent. Nous les avons vus être obsédés à faire passer leur injuste réforme des retraites, au point que le premier conseil des ministres, soi-disant consacré au Covid-19, qu'est-ce qu'on en a retenu? Le 49.3 autoritaire pour faire passer la réforme des retraites. Nous les avons vus obsédés par leur agenda politicien, les municipales, non seulement maintenir le premier tour, ce qui était irresponsable, mais avant cela, la ministre de la Santé, alors qu'il y a toutes les alertes de l'OMS, eh bien, elle démissionne de son poste comme si on déserte un champ de bataille pour aller mener la campagne municipale d'En Marche à Paris. Leur impéritie a été évidente. Ils ne nous protègent pas, ils ne nous protègent plus. Et ils mettent l'État lui-même en désordre, en danger, dans la confusion, dans la contradiction. Alors, l'épidémie, bien sûr, elle ne fait pas de tri, elle menace tout le monde et nous devons être tous solidaires. Elle ne demande pas son origine, son milieu social, sa sensibilité partisane à ses victimes. Mais en même temps, le choc d'une épidémie révèle toujours l'état d'une société. Et on juge une société d'abord au sort qu'elle réserve aux plus faibles, aux plus exposés, aux plus opprimés, aux moins considérés. C'est aussi vieux qu'une fable de La Fontaine que vous connaissez tous, Les animaux malades de la peste. Dans cette fable, La Fontaine dit: ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Oui, bien sûr, mais la morale de la fable, vous vous en souvenez? Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La morale de la fable, c'est la question de l'égalité, c'est la question sociale, c'est la question des causes communes de l'égalité, sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence. Et nous le voyons bien dans cette crise. Qu'est-ce qui est en première ligne? Les soignants et les soignantes
Qu'est-ce qui est en première ligne? Les femmes qui sont aussi les caissières dans les supermarchés. Qu'est-ce qui est en première ligne? Tous ces métiers de livreurs, de caissières dont je viens de parler, de chauffeurs. Qu'est-ce qui est en première ligne? Le département le plus pauvre de notre pays, la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui est en première ligne et visé, toujours stigmatisé par une attitude policière injuste de discrimination? Les quartiers populaires. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Un ministère du Travail qui sanctionne les inspecteurs du travail qui ont fait justement leur travail face à cette pandémie en s'inquiétant des conditions des aides-soignantes, des conditions des caissières, de tous ces métiers qui n'étaient pas protégés. Qu'est-ce que nous voyons? Comment la grande industrie, Airbus par exemple, avait tous les masques, y compris les masques les plus protecteurs FFP2 en stock que les soignants n'avaient pas. Il fallait continuer absolument à fabriquer des avions alors qu'il y a une crise sans précédent de l'industrie aérienne. Qu'est-ce que nous voyons encore dans le débat sur les déconfinements? L'obsession, non pas que les enfants reprennent le travail, l'école, l'éducation, l'obsession que les parents aillent au travail, que l'industrie remarche, l'obsession encore du productivisme. Alors plus que jamais, le mot d'ordre qui avait fondé le mouvement altermondialiste d'une autre mondialisation défendue par Attac est plus vrai que jamais. Oui, nos vies valent plus que leurs profits. C'est ça ce que nous avons toutes et tous retrouvé autour de cette épreuve qui n'est pas terminée. C'est le sens de ce 1er mai 2020, défendre un autre projet de société, un autre horizon, un autre imaginaire, celui du commun, celui de l'entraide, celui de la solidarité contre leur vieux monde qui, sous nos yeux, a montré son incapacité à nous protéger, à gérer tout cela, à faire face ce monde de compétition, de concurrence, de soi-disant premiers de cordée, de gagnants. Eh bien non, ce monde, il perd, ce monde, il fait tomber les cordées, ce monde, il ne nous aide pas, il ne nous permet pas de faire face, ce monde est fragile, ce monde est dangereux. Soyons dans la force de nos solidarités, de notre commune humanité, de notre formidable entraide. Bon formidable 1er mai mobilisé à toutes et tous. Et maintenant, je passe la parole à ma consoeur de l'humanité, Latifa Madani, pour la première table ronde de ce meeting d'un 1er mai pour le jour d'après. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première table ronde consacrée en cette veille de 1er mai, d'un 1er mai particulier en pleine pandémie de Covid. Cette table ronde est consacrée à la convergence entre lutte sociale et environnementale. Alors avec nous et en ligne, Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac, Éric Bénel, porte-parole de l'Union syndicale solidaire, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Merci à vous d'être là pour cette rencontre assez singulière dans ce contexte. Alors, avec plusieurs organisations, vous avez pris fin mars une initiative unitaire forte appelant à ne pas reconstruire demain comme hier. Votre pétition « Plus jamais ça, construisons le jour d'après » a recueilli à ce jour 145 000 signatures. Mais déjà, le 17 janvier, en pleine bataille contre la réforme des retraites et à la veille du sommet de Davos, vos organisations, avec Oxfam, les Amis de la Terre, la Confédération paysanne, prenaient une initiative inédite, celle de travailler à un pacte rouge et vert. Alors, je vais tout de suite vous demander, Aurélie Trouvé, donc porte-parole d'Attac, pouvez-vous, en quelques mots, dresser l'historique de cette initiative, comment cette démarche, qui est une sorte de début d'alliance socio-environnementale, s'est-elle imposée à vous alors à ce moment-là? Alors, je dirais d'abord 2 raisons au front qu'on est en train de construire maintenant, hein. D'abord parce c'est une crise du système, d'un système capitaliste néolibéral, dont les écueils se révèlent cruellement et encore davantage aujourd'hui, et donc il faut des réponses systémiques, qui articulent préoccupations de fin du monde, fin du mois, des urgences sociales, écologiques et
démocratique, ce qui fait qu'on a souhaité unir aussi nos capacités d'expertise, de mobilisation, nos organisations, qu'elles soient syndicales, environnementales, de solidarité internationale ou encore de défense des précaires. Et pour telle réponse aussi qui remettent en cause le système, il faut se confronter aussi à des intérêts extrêmement puissants, des grands patrons, des multinationales, des classes les plus riches, et donc il faut aussi des alliances suffisamment fortes. Alors, la construction de ce front, elle est aussi alimentée par les mouvements sociaux qui ont marqué les 2 dernières années. Je pense aux Gilets jaunes, au mouvement climat, au mouvement des retraites, qui avaient quelque part une dimension anti-système, mais qui ont peut-être eu aussi des difficultés à faire converger certaines questions, en tout cas articuler certaines questions. Je pense au mouvement climat par rapport aux questions sociales ou aux mouvements syndicaux par rapport aux questions écologiques. Et donc, depuis un certain temps, on s'est rapprochés chacun depuis plus, en fait, bien avant la crise, puisqu'on était tous les 4 à débattre, par exemple, au contre G7. Et face à cette crise, elle a accéléré nos rapprochements, je pense. Il nous a paru naturel d'accélérer ces rapprochements qui sont, de mon point de vue, relativement inédits, quoi. C'est-à-dire que pour finir, au-delà de nos cultures militantes, au-delà de nos approches militantes relativement différentes, on a des valeurs communes très fortes, et sur la base de ces valeurs communes, on avance des revendications fortes dans une tribune, puis dans une pétition, puis dans ce texte unitaire d'appel au 1er mai. Philippe Martinez, la tribune donc, que vous avez publiée, vous, la CGT, le 19 janvier dans le JDD avec Attac et Greenpeace, alertait « Il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte ». Cette interaction si claire, si forte entre enjeux sociaux et environnementaux, et c'était quelque chose d'inédit, non, à ce moment-là? Les préoccupations environnementales, ce n'est pas quelque chose d'inédit à la CGT. Ceci dit, ce n'était pas forcément des questions prioritaires. Il se trouve qu'avec le renouvellement de génération, des militants et des syndiqués, cette question est de plus en plus présente, et elle a été très présente à notre congrès l'année dernière. La question qui nous est posée, c'est comment on peut concilier le besoin de travailler, le besoin de vivre, le besoin de se nourrir et la préservation de la planète. Et moi, ce que je trouve intéressant, comme l'a rappelé Aurélie dans ce qu'elle vient de dire, c'est que plutôt que d'essayer de changer les choses chacun de notre côté à partir de ce qui est, entre guillemets, notre cœur de métier, eh bien, on a discuté. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. Au-delà de différences que nous n'ayons ni les uns ni les autres, la volonté, en tout cas, c'est ce qui motive la CGT, je pense que c'est très partagé, c'est l'idée que si on ne se parle pas, on ne pourra jamais construire des choses ensemble. Si on ne se parle pas, on ne pourra pas trouver des moyens convergents pour faire changer un système qui est à bout de souffle. Et on le voit bien dans cette crise du coronavirus. Et donc, effectivement, pour être tout à fait honnête, c'est une petite révolution à la CGT. Oui. Par exemple, de discuter avec Greenpeace. Moi, je suis très motivé parce que si on veut changer les choses et de façon globale, on ne peut pas dire cette question est prioritaire par rapport à l'autre. Et le fait que nous travaillons conjointement sur les questions sociales et sur les questions environnementales montre bien cette volonté de changer en profondeur une société qui, je le répète, est à bout de souffle. Éric Benel, du syndicat Solidaire, mener le combat social et la lutte écologique, n'est-ce pas aujourd'hui un tournant majeur à saisir avec cette crise globale que nous vivons et qui annonce d'ailleurs des lendemains très durs? C'est une exigence. Comment vous sentez le moment? On sent le moment comme d'abord dans une urgence sociale, une urgence écologique. On le sentait déjà auparavant. Aurélie le rappelait, on a débattu au mois d'août dernier à Irun, à quelques kilomètres de Biarritz, où se tenait le sommet du G7, pour dénoncer les décisions que prenait ou ne prenait pas surtout le G7 d'alors, et en mettant en avant cette urgence sociale et écologique. Et là, comme le disait Philippe, la crise du coronavirus montre bien les liens qui existent entre les questions sociales, les questions écologiques, les questions
qui concerne l'ensemble de la planète, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quasiment toute la planète qui est confinée et concernée par cette pandémie majeure. Et cette pandémie majeure, elle ne vient pas de rien. Elle tombe pas d'un mauvais hasard ou d'une malchance. C'est la conséquence d'une exploitation éhontée des ressources naturelles. L'exploitation qui se double à la fois de l'exploitation des travailleuses et des travailleurs qui les produisent. Parce que si ça vient de Chine, c'est pas non plus un hasard. Parce qu'il y a eu énormément de délocalisation, il y a eu énormément d'industries qui se sont implantées là-bas et qui se sont implantées au détriment de la planète. Et donc, tout ça a une cohérence globale. Et on est dans une situation aujourd'hui qui nécessite une réponse globale et urgente. Et on voit bien que l'ensemble des gouvernements, que ce soit le gouvernement français, mais c'est aussi les autres gouvernements sur l'ensemble de la planète, ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à cette situation, ne s'unissent pas, ne travaillent pas ensemble. On voit bien au niveau européen qu'il n'y a aucune convergence entre les initiatives. Et donc, par rapport à cette situation, il y a une responsabilité de nos organisations de dépasser les petites différences qui peuvent exister entre nous, mais qui sont infimes par rapport à tout ce qui nous rassemble, par rapport à ces deux questions majeures, la question sociale et la question écologique. Si on ne prend pas en charge tout de suite ces situations, dès maintenant, sans attendre la fin de la crise, on ne s'en sortira pas. Donc, c'est pour nous une urgence vitale. Et c'est effectivement le sens de ce pacte rouge et vert, hein, comme voilà, que vous aviez commencé à élaborer en janvier. Aujourd'hui, on sent qu'il s'impose de plus en plus. Je voulais vous demander, Jean-François Juliard, où en est cette élaboration? A-t-elle avancé? Voilà, vous en êtes où? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet comme vous l'aviez dit à ce moment-là, un projet de transformation du XXIe siècle? Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, et c'est pas tout à fait nouveau, mais on se rend compte que plus que jamais, on doit formuler des propositions qui portent des co-bénéfices pour la résolution de la crise environnementale et de la crise sociale. Et Greenpeace aujourd'hui avance dans cette réflexion-là et a fait un travail au cours des dernières années important pour faire en sorte que la transformation écologique à laquelle on aspire, qui est constituée de bouleversements majeurs pour des choix de société, que ce soit la manière avec laquelle nous payons, nous produisons, nous consommons, on se rend bien compte que cette transformation, elle a un impact fort social aussi, et que ça a un impact fort sur les emplois, des reconversions d'emplois importantes et nécessaires, parce que nous aspirons dans notre vision de la transition écologique à une forte décroissance des secteurs industriels les plus polluants et qui sont les plus problématiques aujourd'hui pour le dérèglement climatique. Donc ça veut dire qu'il faut bien sûr accompagner les milliers, dizaines, centaines de milliers de personnes qui ont des emplois dans ces secteurs-là pour faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas sur le carreau, parce que c'est à cette condition qu'on pourra parler d'une transformation, d'une transition écologique réellement juste. Donc on se doit de faire cet effort, d'avoir cet accompagnement et de réfléchir avec des organisations syndicales, de travailler avec des organisations syndicales pour formuler des propositions qui, encore une fois, soient bonnes pour la crise environnementale et bonnes aussi pour réduire les inégalités sociales. Je vais vous poser une question qui s'adresse à vous tous. Selon vous, le Covid, enfin cette crise du Covid que nous sommes en train de vivre et qui est une crise globale d'ailleurs, hein, pas que sanitaire, et comme je le disais tout à l'heure, qui annonce des lendemains extrêmement difficiles. Cette crise-là va-t-elle provoquer un choc salutaire qui à rassembler les forces de changement pour construire ce monde d'après en rupture avec celui d'avant, ou faut-il craindre un retour au pire? Oui, d'abord effectivement, il y a la possibilité de changer le système et nous, on œuvre dans ce sens-là, mais il y a aussi la possibilité d'une stratégie du choc, hein, d'une aggravation du système actuel dans sa dimension autoritaire, et on voit aujourd'hui que la crise est aussi l'occasion
pour les gouvernements d'approfondir cette crise démocratique et de piétiner des droits démocratiques essentiels. Vous entendez aussi le MEDEF, les grands patrons, dire qu'il faudrait peut-être lever les contraintes environnementales au nom de la relance économique. Vous avez vu une levée en partie du Code du travail, et puis le risque à la clé aussi à la sortie de crise, de plans d'austérité drastiques. C'est ce qui fait que nous, d'ailleurs, on avance par exemple dans une des mesures de cette pétition, la question du financement qui est pour nous essentielle, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher l'argent, on peut aller chercher des dizaines de milliards d'euros par an, notamment par une fiscalité complètement refondée. On peut aller chercher l'argent, par exemple, avec une lutte contre l'évasion fiscale efficace, la suppression des niches fiscales injustes, une taxe sur les transactions financières ou encore une restauration, la création d'un impôt sur la fortune et le patrimoine suffisamment efficace. Donc voilà, c'est parmi les mesures qui nous semblent justement essentielles pour éviter ce retour à un modèle insoutenable, voire son aggravation, et pour qu'il y ait vraiment un changement de système, quoi. Parce que voilà, ça a été dit tout à l'heure par ceux qui ont parlé, c'est que en fait, on ne réglera le problème qu'en articulant complètement ces dimensions écologiques, sociales et démocratiques. Et justement, alors pour ce changement de système que vous évoquez, il faut arriver à convaincre les citoyens pour qu'ils rejoignent le mouvement que vous êtes en train d'initier, en tout cas de construire. Et c'est pas toujours facile. Il faut expliquer, par exemple, je m'adresse à Philippe Martinez ou enfin à qui voudra répondre, comment la transition écologique peut-elle générer des emplois? Comment on va remplacer tous les emplois qui vont disparaître, qui sont en train de disparaître, par la transition écologique? C'est plus qu'un risque. Une fois cette crise passée, certains essaient de revenir comme avant ou pire qu'avant. Depuis cette semaine, le combat syndical, face au gouvernement, c'est de dire la santé doit primer avant le profit. Or, et la caricature étant les États-Unis, où on organise des manifestations, ou soutient des manifestations, que tout le monde retourne au boulot. Donc, je ferme cette parenthèse. Il y a un vrai sur cette question. Les citoyens ne sont pas des imbéciles. Moi, je pense que la prise de conscience écologique, elle est là. La question qui nous est posée, et c'est un débat depuis maintenant quelques mois, et c'est ce qu'on essaye de faire ressortir, c'est que si la question, en tout cas la problématique, tu perds ton emploi pour sauver la planète et tu n'auras plus d'argent pour finir la fin du mois, forcément, ce choix est difficile à faire. Donc, il y a besoin d'une réflexion beaucoup plus large que ça. Et nous considérons à la CGT qu'il faut s'appuyer sur l'intelligence des citoyens, sur l'intelligence des salariés. Il y a des salariés ont la solution, soit pour transformer leur industrie, et bien souvent, c'est le capital qui s'oppose à ces transformations au nom du profit. C'est la rentabilité qui prime sur le travail et sur l'environnement. Et on le voit dans bon nombre d'entreprises. Puis, il y a besoin là aussi de créer des nouvelles filières environnementales, mais pas que environnementales. Vous savez, on se bat depuis 10 ans pour recréer une filière d'imagerie médicale en France. Depuis 10 ans, on vient en ce moment l'utilité, la nécessité d'avoir une filière d'imagerie médicale pour avoir des scanners, etc., pour éviter, y compris les transports à travers la planète qui sont sources de pollution. Donc, quand on explique bien, quand on fait confiance aux salariés, au savoir-faire des salariés, ce ne sont pas des imbéciles. Ils ont des solutions, soit pour faire évoluer leur activité, soit pour en créer une nouvelle. La question qui est posée, c'est que le profit doit passer après le social et l'environnemental. Et je pense que donc, dans notre démarche, on essaie de faire, il faut évidemment faire tribune, des propositions, des projets, mais c'est ce qu'on avait prévu de faire, un peu entreprise, on est tous pinés, c'est d'aller au plus près de la vie des salariés pour discuter avec eux et de construire avec eux ces alternatives. Il ne faut pas les déposséder ni de leur travail, ni
de la résolution des problèmes climatiques. Faire comprendre, c'est ce lien vraiment qu'il y a entre la crise sanitaire, l'émergence plus fréquente de maladies infectieuses, le réchauffement climatique, dont on parle moins d'ailleurs aujourd'hui, puisque les yeux sont braqués sur le coronavirus, et ce lien avec cette nécessité de changer profondément le système. Éric Besnel, Jean-François Julliard, je veux vous pousser un peu justement à développer vos arguments de façon plus concrète. Je pense que beaucoup sont déjà convaincus. En tout Oui. cas, il y a une prise de conscience générale qui s'est faite déjà auparavant, avant la crise du coronavirus, hein. Il n'y avait qu'à voir le succès des marches climatiques, des mobilisations sociales dans le même temps, parce qu'on était dans une période précédente avec beaucoup de mobilisations, et pas seulement en France. Elle parcourait aussi l'ensemble du globe, qu'il s'agisse du Chili, du Liban, de l'Algérie, de Hong Kong. On avait, on a une situation d'une prise de conscience planétaire de l'urgence dans laquelle nous sommes. Heu et face à cette urgence, nous, on a des responsabilités. Une des responsabilités, et on a commencé à le faire, c'est de s'unir et de travailler ensemble en dépensant les clivages entre associations, associations environnementales, associations ayant des vocations sociales, syndicats. Tout ça, on doit pouvoir le travailler ensemble et s'unir pour faire des propositions, parce que la disponibilité est là pour aller vers des modifications profondes. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a avec le risque que ça parte à l'inverse et que ça s'accélère dans le mauvais sens. Donc par rapport à cette situation, cette disponibilité doit nous permettre d'avancer et de porter des propositions au plus près du terrain. Comme le disait Philippe, le changement, il se fera directement de la base, directement des salariés, parce qu'ils ont des tas d'idées. Lorsqu'on le discute dans cette période sur ce qui est utile ou inutile, parce que ça a été un débat, est-ce qu'on doit continuer à produire des voitures dans cette période? Est-ce qu'on doit continuer à construire des bâtiments dans cette période où il fallait rester confiné? Il y a eu dans beaucoup d'entreprises des réflexions sur ça c'est important, ça c'est moins important, on devrait plutôt produire ça, on devrait plutôt le faire de cette manière-là. Tout ce débat-là, il a irrigué la base sociale, de la même manière que la question des classes populaires est réapparue de manière forte dans cette période. Et tout ça, c'est des points d'appui pour aller plus loin, parce que au-delà des tribunes, au-delà des positions communes, il faudra évidemment construire un rapport de force, parce que il est bien évident que face à nos propositions et face aux capitalistes, les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. On ne va pas les convaincre comme ça. On ne va pas les convaincre par la force de nos pétitions, par la force de nos tribunes. Il va falloir aussi, après, dès que ça va être possible, construire le rapport de force pour faire bouger les choses de manière concrète et la plus large possible. Jean-François Julliard, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, vous avez raison. C'est vrai que c'est compliqué parfois pour tout un chacun, bien sûr, de voir clairement les liens entre ces différentes crises. Quel est le lien entre la crise sanitaire, la crise climatique, les crises sociales? Alors, on a lu beaucoup de choses de chercheurs, de scientifiques qui expliquent de plus en plus clairement que cette crise sanitaire, mais d'autres crises comme l'épidémie d'Ebola, par exemple, sont liées à des pratiques humaines qui contribuent à la déforestation, qui contribuent à l'étalement urbain. Donc le fait que ces virus qui sont naturellement dans le milieu sauvage sont de plus en plus facilement propagés auprès des humains. Donc il y a des liens comme ça qui sont expliqués. Et ensuite, nous, ce qui nous rend très optimistes pour la suite malgré tout, c'est qu'on avait le sentiment avant cette crise, et on a ce sentiment renforcé pendant cette crise, que de plus en plus de citoyennes et de citoyens font le lien entre leur quotidien, leur mode de vie et l'impact environnemental, à la fois l'impact négatif, mais aussi l'impact positif. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes
ont compris et ont intégré le fait qu'il y a un lien entre ce que nous avons dans notre assiette, par exemple, la manière avec laquelle nous nous nourrissons, le type d'alimentation que nous consommons, et, la crise environnementale et l'impact environnemental. De plus en plus de personnes ont compris aussi que un gros chantier, par exemple, qui devrait être mené en France, qui est celui de la rénovation des bâtiments, de la rénovation des logements, c'est quelque chose qui est bon pour le règlement de la crise environnementale, parce que rénover son logement, c'est consommer moins d'énergie et donc émettre moins de CO2 et de gaz à effet de serre, mais c'est aussi bon pour réduire les inégalités sociales, résorber la précarité énergétique, faire en sorte que les uns et les autres aient une facture énergétique moins importante et un confort de vie renforcé. On voit bien que ces liens se font plus naturellement. Bien sûr, il faut continuer à faire ce travail de pédagogie, d'explication, mais on sent bien que ces crises-là, elles sont de plus en plus liées aussi, et que ces articulations, elles se font plus naturellement dans la tête des uns et des autres, et qu'après tout, ce sont comme ça a été dit déjà, des crises systémiques, et que s'il n'y a pas de changement de ce système-là en profondeur, on n'arrivera pas à régler aucune de ces crises-là, et qu'il faut essayer de régler ces crises-là ensemble et non plus isolément, d'où cette alliance aujourd'hui. On va arriver au terme de cette première table ronde. Vous avez pris donc vos organisations, et vous avez été suivis d'ailleurs par plusieurs autres organisations. On peut trouver la liste donc sur vos sites, sur le web, et sur la pétition Plus jamais ça, construisons le jour d'après. Donc cette initiative unitaire est un signal fort en cette veille du 1er mai. C'est un signal très fort que vous donnez. Et je vais vous demander donc, vous avez donné d'ailleurs rendez-vous demain pour des manifestations du 1er mai virtuelles et pourtant concrètes. Alors avec quelles revendications et comment concrètement ça va se passer? Aurélie Trouvé? Oui, je vois. Oui, du coup, on a appelé à une multitude d'actions, voilà, de rendre visible d'abord notre colère face à ce gouvernement, montrer aussi ce que nous ne voulons plus, et au contraire ce que nous voulons, par exemple des services publics de qualité, une reconversion écologique, un partage des richesses. Donc rendre visible aux fenêtres, aux balcons, de multiples façons, dans le respect des conditions de confinement, mais aussi rendre visible notre profonde aspiration à ce changement de système, quoi, pour que se reproduise pas ce modèle insoutenable dont on a parlé, voire son aggravation. Voilà, donc on appelle à tout ça, et je finirai sur un mot, c'est je crois aussi l'importance dans notre combat de la solidarité internationale. C'est qu'aujourd'hui, les aspirations qu'il peut y avoir à la démondialisation, etc., se traduisent pas au contraire par, je dirais, ça peut être tout à fait un retour à un repli sur soi, à une exacerbation des nationalismes et des xénophobies. Et je crois que ça aussi, voilà, il faut insister aussi sur cette dimension internationale qui est très forte dans le front que nous construisons. Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter à cette question? Oui. Je voulais juste dire que Aurélie a d'habitude bien décrit les initiatives du 1er mai. Insister sur le côté internationaliste. Comme tout le monde est confiné sur la planète, il va y avoir beaucoup d'échanges par les réseaux sociaux, de témoignages. Et je veux dire, parce que j'ai eu les Japonais hier qui parlent de notre tribune. Le syndicat Zenroren parle de notre tribune et nous ont sollicité pour savoir comment on avait fait, comment on fait. Les Italiens aussi. Donc, cette dimension internationale, justement pour éviter toute forme de protectionnisme, de racisme, de xénophobie, elle est essentielle, et c'est une dimension que je voulais signaler pour ce 1er mai, pour le moins différent des autres. Oui. Merci à vous, et place ensuite au deuxième plateau avec Edoui Plenel pour le jour d'après 8 mai, lequel, avec Cécile Duflot d'Oxfam, Alma Dufour des Amis de la Terre, Nicolas Giraud de la Confédération Paysanne et Benoît Test de la FSU. Merci à vous. Deuxième rencontre, deuxième table ronde de ce meeting confiné, veille de 1er mai, un 1er mai autour du jour d'après, autour
de cet appel lancé d'abord par 18 responsables d'organisations syndicales, associatives et environnementales. Elles sont présentes et qui se traduit par une pétition que vous pouvez signer en ligne. Plus jamais ça, signons pour le jour d'après, pour un futur écologique, démocratique, féministe et social, en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral. Alors, cette deuxième table ronde, sa thématique, c'est justement construire le jour d'après. Pour en débattre, eh bien, les 4 des signataires, euh, Cécile Duflot, qui l'a signé comme directrice générale d'Oxfam France, Nicolas Giraud, qui l'a signé comme porte-parole de la Confédération paysanne, Alma Dufour, ce n'est pas elle personnellement qui l'avait signé pour les Amis de la Terre, mais Khaled Gaïchi, le président des Amis de la Terre, et Benoît Test, le secrétaire général de la FSU. On a 25 minutes pour échanger. Ma première question, avant de parler du contenu de ce jour d'après, c'est est-ce que nous n'allons pas un peu plus vite que la musique? Est-ce qu'on ne se paye pas de bobos en réfléchissant confiné au jour d'après, alors que dans le contexte de peur et d'exploitation des peurs créées par cette crise sanitaire, comme hier par les crises sécuritaires et terroristes, est-ce que ce qui se profile, ce n'est pas plutôt encore plus d'autoritarisme, encore plus de productivisme, retroussez vos manches, produisez, retrouvons la croissance, et aussi encore plus de nationalisme, de repli sur soi? Qui veut commencer à répondre à cette question? Alma, vous voulez commencer? Oui, pourquoi pas. Effectivement, je pense que ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de jour d'après encore, clairement pas, et qu'en fait, on se trouve justement à un carrefour historique. Il est possible d'aller vers ce jour d'après, comme il est possible de régresser encore plus loin dans l'injustice sociale, dans le changement climatique et dans des États autoritaires et sécuritaires. Et on le voit aujourd'hui, en fait, on est au carrefour de ce qui va se passer, ce qui va définir les prochaines années, voire les prochaines décennies, notamment, on en reparlera sûrement, mais les enjeux de la dette publique, par exemple, de la France et des autres pays qui ont investi de façon colossale pour limiter la casse sociale et les impacts de la crise sur l'économie. Mais en réalité, si on est contraint de rembourser ces 100 milliards de dettes par plus d'austérité, en fait, on va s'engager vers un futur très, très sombre d'un point de vue social. De la même manière que le MEDEF avance que pour rembourser rapidement la dette, il va falloir produire davantage de biens et de services, donc surproduire, retourner au niveau de production encore supérieur à ceux qu'ils étaient avant la crise. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fonce dans le mur climatique si la croissance et la surproduction est notre seule réponse aux enjeux financiers et économiques actuels. Donc effectivement, on peut penser qu'il va y avoir un jour d'après parce que cette crise a mis à bas en fait pas mal de certitudes du système néolibéral. On l'a vu ébranlé dans ses grands fondements, mais en même temps, c'est pas du tout dit que la réponse qui va être donnée va aller dans le sens de quelque chose de plus écologique et social. Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne, sur la même question. Justement, l'enjeu, c'est de pouvoir à plusieurs organisations réfléchir aujourd'hui, même dans un contexte où on est entre deux, entre le jour d'avant et le jour d'après, de pouvoir confronter nos différentes vues de nos différentes organisations sur en quoi nous éclaire cette crise du Covid-19 et en quoi justement les orientations qu'on doit prendre sur l'alimentation, sur l'industrie, sur les différentes relocalisations, les différentes réorientations de nos modèles productifs doivent correspondre à ce qu'on a pu mettre en commun, nous, auparavant, sur l'urgence sociale et écologique pour arriver à répondre à ces différents enjeux dans un avenir très proche qui s'est très clairement accéléré avec cette crise-là. Mais voilà, on prend cet état de fait et nous, on essaie de poser une réponse collective à ce que nous questionne cette crise-là. Et très clairement,
clairement, le jour d'après, il devra être autre que le jour d'avant. Et c'est ce qu'on s'évertue à proposer au travers de nos différents travaux communs. Cécile Duflot pour Oxfam France. Je crois que la question est juste et elle est d'autant plus juste que ce qu'on commence à voir du jour d'après commence, comme l'a dit Alma, à ressembler singulièrement au jour d'avant en pire. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vécu et pour certains profité de la crise de 2008 s'apprêtent à refaire la même chose, c'est-à-dire à être dans une logique extrêmement financiarisée, extrêmement court-termiste qui reproduira les mêmes erreurs à nos yeux, mais qui reproduira les mêmes clés pour davantage d'enrichissement plus rapide à leurs yeux. Donc la question pour moi fondamentale, c'est pas seulement les solutions, parce que celle-là, on a travaillé sur elle depuis des années, chacune de nos organisations. C'est la question de savoir comment on va imposer un rapport de force dans la société qui va permettre justement qu'on puisse travailler sur un jour d'après différent. Et je crois qu'à ce titre-là, le collectif qu'on a formé avec Urgence sociale et environnementale et maintenant 25 organisations pour ce 1er mai qui se sont rassemblées, c'est de dire déjà, on ne veut plus opposer les questions sociales et les questions environnementales. On a beaucoup joué de ce match permanent pour éviter d'avancer sur l'un des sujets ou sur l'autre. Donc nous, et nos histoires différentes montrent que l'on veut mixer ces deux questions. Et ensuite, nous souhaitons le faire ensemble parce qu'on sait aussi que ça ne sera pas avec une aimable discussion, que les intérêts que ça met en jeu sont des intérêts extrêmement puissants, financièrement puissants, qu'ils ont une logique qui leur est propre et qu'ils veulent continuer d'imposer, et que donc il faut créer cette coalition la plus large possible dans la société parce que, et c'est là où peut-être nous sommes dans une situation un peu différente, parce que cette crise, elle a obligé à ouvrir, je crois, dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens, d'abord une dimension de vulnérabilité très forte. On vit tous une expérience humaine qui n'a rien à voir avec ce qui a pu être vécu depuis des dizaines d'années. Et par ailleurs, on le vit à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que c'est pour la première fois, sans doute, dans l'histoire de notre humanité, une expérience commune de terriens. Même si ce n'est pas la même chose d'être confiné dans un appartement à Paris et d'être confiné dans une favela à Rio, il y a quelque chose qui nous montre que nous avons un commun en partage, qui est celui d'être une espèce vulnérable au virus, mais vulnérable aussi au dérèglement climatique et qui souffre de l'aggravation des inégalités. Donc cette coalition, cette capacité de travail en commun sur les solutions, c'est pas seulement de proposer quel pourrait être le jour d'après, mais de se donner les moyens de l'imposer. Benoît Test pour la FSU. Comme vous disiez, dit qu'il n'y a rien d'évident. Justement, le jour d'après émerge comme quelque chose qui serait forcément ce qu'il adviendra et qu'il faudrait attendre de voir venir. Même s'il y a des discours, y compris du président de la République, qui disent j'ai changé, j'ai compris, premier, je me suis peut-être fourvoyé dans la voie d'une libéralisation à outrance et je promets plan hôpital, etc., etc. Tout ça, on sait ce qu'il en advient après les crises. On sait aussi que les propos au moment des crises peuvent très vite être oubliés. Et il y a bien la dimension d'imposer des choses pour ce jour d'après. Ce n'est pas un jour d'après imposé de lui-même. Il y a la possibilité, c'est même peut-être une possibilité plus grande encore que ce que nous souhaitons, que finalement le néolibéralisme progresse, le repli sur soi progresse, le nationalisme progresse également. Et finalement, notre intervention, elle vient en projet alternatif à ça. On sait depuis Naomi Klein, c'est elle qui l'avait très bien démontré et très bien expliqué qu'il y a ce qu'on appelle la stratégie du choc, et que très paradoxal finalement, parce qu'effectivement, on peut avoir une catastrophe qui met en lumière une absence de protection, qui met en lumière des fragilités, et qui derrière, finalement, aggrave les causes de la Nouvelle-Orléans après les inondations. Et donc, évidemment, aujourd'hui, nous, on a le sentiment de vivre cette fragilité, puis le fait d'avoir une certitude fortement ébranlée. On est quand même, Cécile l'a très bien dit, on est dans un écosystème, y compris avec des virus.
ça remet en cause aussi toute l'hybris néolibérale sur des gens qui seraient autosuffisants, des individus autosuffisants et qui seraient inatteignable et qui seraient invulnérables. Mais méfions-nous d'avoir des certitudes. Ce n'est pas des certitudes qu'on avance. Nous, ce sont des combats que nous menons. Les intérêts très importants, effectivement, sont en jeu. Et donc, les combats sont nécessaires là-dessus. Voilà. Je vais rebondir en prolongeant la réponse de Cécile Duflot. Dans la pétition qui est née de votre tribune collective, il y a détaillé 4 mesures d'urgence et 3 mesures de long terme. Quand on regarde les mesures d'urgence, on voit bien l'immense difficulté d'imposer ce qui est demandé. L'arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l'épidémie. On a bien vu que les masques très protecteurs étaient toujours en stock pour fabriquer des Airbus, alors que tous les avions sont au sol et que ces masques manquaient pour les soignants. La réquisition des établissements médicaux privés et des entreprises n'a pas eu lieu. La suspension immédiate des versements de dividendes, rachats d'actions et bonus au PDG avec toutes sortes d'allers-retours, ce n'est pas là. De la même manière, la demande sur les 750 milliards de la BCE. Donc ma question, les mesures à long terme étant des travaux de titan, c'est les travaux d'Hercule, plan de développement de tous les services publics, fiscalité bien plus juste et redistributive, impôts sur les grandes fortunes, plan de réorientation et de relocalisation solidaire, etc. Ma question est toute simple. Il y a cette dynamique entre vous tous pour se battre pour ça, comme vous venez de le dire, Benoît, combattre pour ça, mais comment arriver à l'imposer? Et comment arriver à l'imposer encore plus dans un pays où cette crise l'a montré, nous sommes à la main d'un seul homme qui parle d'en haut, qui nous infantilise et qui monopolise l'ensemble des leviers du pouvoir. Cécile. Je pense que d'abord, il y a une chose qui est intéressante, c'est justement qu'on arrive à parler d'une même voix. Parce que c'était assez facile d'expliquer que la transition écologique n'était pas possible, ça faisait trop de casse sociale. Confère d'ailleurs la taxe carbone, alors que certains l'avaient dit, la taxe carbone, sans réfléchir à la question des transports et aux contreparties sociales, on ne s'en sort pas. Comment on fait évoluer les entreprises qui sont dans des secteurs polluants et qui doivent évoluer ou pour certaines peut-être même s'éteindre. Comment on travaille sur la question de la formation des salariés et de l'évolution de ces activités. Et là, la différence, c'est que justement, on parle tous d'une même voix. Donc je pense que ce qui est très important, c'est d'arriver à faire comprendre que c'est possible, que ça n'est pas utopique et que d'ailleurs, là où la période nous aide, c'est que tout ce qui semblait gravé dans le marbre, les dépenses de l'État extrêmement contraintes par une norme de dépenses très forte, les règles européennes qui s'imposaient et notamment des traités qui s'imposaient sans discussion, tout ça a volé en éclats en quelques semaines avec un virus. Donc, on repart sur une autre base où la question n'est plus de savoir si c'est ou pas possible. C'est possible. La question, c'est une question de choix et de volonté. Et donc, pour que ce choix ou cette volonté puisse être décidée démocratiquement, il faut qu'on voit cette option. Il faut qu'on se dise, voilà, qu'est-ce que ce serait ce scénario? Notre rôle à nous, organisation de la société civile, ça n'est pas de prendre le pouvoir à la place de ceux qui en ont la responsabilité. En revanche, c'est de créer ce rapport de force dans la société qui rend les choses possibles et qui rend un débouché politique existant, de dire, voilà, les solutions existent. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre des mois et des mois, voire 2 ans. Ça veut dire que si le président de la République et sa majorité le décidaient, ça pourrait avoir lieu. Et on a eu déjà quelques petites victoires. La conditionnalité de aides aux entreprises, notamment au fait qu'elles ne distribuent pas de dividendes. Ce n'était pas une chose évidente au départ, ça n'avait pas été prévu. Mais notre pétition y a contribué, la mobilisation de tout le monde a poussé le gouvernement à prendre un certain nombre d'engagements. Ce que Bruno Le Maire a dit sur la question de la dette des pays du Sud, là aussi, on voit bien que la mobilisation de la société civile pèse sur les décisions des gouvernants d'aujourd'hui. Mais je crois qu'une de nos responsabilités, et c'est ce à quoi on va continuer à s'employer, c'est à montrer justement quel est le scénario, presque clé en main, de dire, voilà, comment il faudrait faire. Concrètement, si je prends un exemple, une alimentation beaucoup plus durable, qui ne se gaspille pas, qui respecte les paysans,
qui n'utilisent pas le recours à la chimie et qui contribuent aux émissions de particules fines. Ça veut dire quoi? Ça se passe comment? C'est quel type de financement? C'est quel type de réseau de distribution? Quel est le rôle des centrales d'achat? De façon très concrète. Maintenant, notre travail, c'est justement de dérouler ces grandes ambitions dans les actes parce qu'on y a tous, chacun de notre côté, travaillé. Et donc maintenant, on va mettre ce travail en commun. Oxfam travaille depuis des années, par exemple, sur la question des paradis fiscaux, sur le fait qu'une grande partie des ressources publiques dont on ne dispose pas, c'est parce qu'elles sont dilapidées ou redistribuées aux actionnaires via les paradis fiscaux, y compris de l'activité en France. Et donc, si on travaille sur cette question, on est capable de le faire. Les États-Unis ont été très volontaristes sur la lutte contre la fraude fiscale, ça a porté ses fruits, on pourrait le faire au niveau français et au niveau international. Donc voilà, c'est le moment de la mise en commun de ces solutions pour sortir d'un discours où on dit non mais tout ça c'est gentil, c'est utopique, c'est sympathique, mais c'est pas faisable. Nous, on va démontrer la réalité, l'effectivité, la possibilité. Et ça, c'est une base différente pour instituer un rapport de force politique avec le pouvoir d'aujourd'hui et avec un autre, le cas échéant. Nicolas Giraud, pour la Confédération paysanne, comment imposer tout cela? Il me semble, à la Confédération paysanne et avec toute cette alliance d'organisation, qu'il faut qu'on arrive à se servir de ce qui fait démocratie aujourd'hui et de ce qui émane des territoires et du peuple. Si on prend les enjeux prioritaires qui sont mis en lumière par cette crise-là, c'est la santé, c'est l'alimentation, c'est notre indépendance et notre souveraineté sur ces enjeux-là. Il nous semble qu'il faut arriver à faire avancer cet enjeu de souveraineté alimentaire notamment, et la faire avancer démocratiquement par les alternatives qui ont pu se mettre en place tout au long de cette crise-là. Les paysans, les paysannes ont été innovants pour répondre aux enjeux d'accès à l'alimentation pour tous. Avec les élus des territoires, on a réussi à mettre en place des alternatives à ce qui pouvait exister auparavant. Et c'est comment est-ce qu'on se sert de tout ça pour faire émaner une démocratie alimentaire et une souveraineté alimentaire qui ne soit pas descendante des politiques publiques, de l'agro-industrie ou des politiques néolibérales actuelles, parce qu'elles en sont incapables. Elles en sont incapables dans ce qu'elles ont pu mettre en place auparavant. Elles en sont incapables lorsqu'on voit qu'Emmanuel Macron se déplace dans une exploitation agricole industrielle complètement hors sol pour aller soutenir, féliciter le monde agricole, et dans une grande et moyenne surface pour soutenir la distribution qui a continué pendant la crise. Il nous semble que là, ils sont également complètement hors sol. Si on veut répondre à cette souveraineté alimentaire et à cette volonté d'indépendance, il faut que ça émane des territoires, il faut que ça émane des alternatives et qu'elles puissent se généraliser. Et c'est là tout l'enjeu de cette alliance, de cette pétition et de ces travaux communs. Comment est-ce qu'on arrive à fédérer autour de nous, autour des enjeux prioritaires et vitaux, une masse et une quantité d'organisation et de soutien populaire pour arriver à avoir une réponse collective politique qui soit la protection, la reconnaissance de tous ces métiers d'utilité publique qui sont dans la santé, dans l'alimentation et dans ces enjeux vitaux et prioritaires pour la suite. Alma Dufour, pour les Amis de la Terre. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour rebondir un peu sur votre question, Edwige, je pensais à un ami qui travaille à Greenpeace et qui fait du coup aussi partie de cette coalition, qui avait dit il n'y a pas très longtemps, mais tu sais, la patience, c'est une vertu révolutionnaire. Et à mon avis, je pense que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait qu'on a tendance aujourd'hui à voir, votre question disait comment ça se fait qu'on n'arrive pas à imposer, donc à ce gouvernement, puisque pour l'instant c'est toujours ce gouvernement qui est en place, au moins jusqu'en 2022, nos demandes même de court terme sur les dividendes, avec effectivement quelques pas vers nous,
mais qui sont loin d'être suffisants parce qu'en fait, ce gouvernement n'aura pas de changement de logiciel, il faut être clair, d'ici 2022. Bruno Le Maire, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, a quand même dit on ne va pas remettre en cause les fondements de la mondialisation. Ils sont revenus assez vite sur leur plan politique pour en fait faire de la production à haute valeur ajoutée en France, mais continuer à dépendre de filières hautement mondialisées pour tout le reste, en fait, tout ce qui n'est pas de valeur ajoutée en réalité, y compris l'alimentation. Par exemple, sur Air France, c'est un exemple assez frappant. Bruno Le Maire a annoncé demander des conditions environnementales à Air France assez conséquentes, notamment la suppression des courts courriers de moins de 2h30 en train, etc. Et en fait, on apprend en sous-main qu'en fait, ces courts courriers vont être transférés à la filiale low cost d'Air France qui s'appelle Transavia. Donc en fait, en réalité, oui, effectivement, le gouvernement entend ce qu'on lui dit. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il a aussi des enjeux de communication et qu'il va ménager la chèvre et le chou comme le président Macron sait très bien le faire, parce que quand on écoute son discours, des fois, on en est presque ébahi du choix des mots et de sa capacité à convoquer des imaginaires qui, en réalité, ne sont pas ceux de sa politique. Enfin, tout ça pour dire, en tout cas, que par contre, il ne faut pas penser que parce qu'on n'arrive pas là tout de suite à imposer les mesures qui sont sens, comme vous dites, en fait, on les connaît déjà et en plus, on les met en commun maintenant et donc on est dans une démarche de responsabilité et sociale et environnementale de la société civile qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Puisque nous, quand on demande des choses environnementalement parlant, maintenant, on se préoccupe constamment de ce qui va se passer pour les salariés. Et maintenant, vice-versa aussi, du côté des syndicats, il y a beaucoup plus d'attention à ce qui va se passer d'un point de vue de pollution, d'un point de vue des industries qu'ils défendent, etc. Donc ça, je pense déjà, c'est un très grand progrès et ça n'avait été pas atteint avant. Et c'est quand même, voilà, cette alliance en est le signe. Ensuite, en fait, la mobilisation sociale, elle n'est pas du tout morte. Au contraire, il faut quand même rappeler qu'on vient de vivre plusieurs années d'une mobilisation sociale sans précédent depuis très longtemps, en tout cas dans l'histoire française, que ce soit avec évidemment les Gilets jaunes, qui ont été quand même une espèce d'énorme claque et une surprise pour tout le monde. C'était les gens qu'on pensait comme étant dépolitisés et pas mobilisables, entre guillemets, qui se sont mobilisés. Je parle du mouvement climat, par exemple, qui en 2019 a battu tous les records de nombre de manifestants dans la rue, des jeunes, etc. Et évidemment, la réforme des retraites, on a quand même atteint des 45 jours de grève consécutifs, ou sûrement plus, les syndicats savent mieux ça que moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu mouvement social sur mouvement social. Et ce n'est pas parce qu'on est mauvais, peut-être que bien sûr qu'on a des choses à améliorer, qu'on échoue, c'est parce que le gouvernement est autoritaire. Donc, il ne faut pas inverser les choses et que ça nous désespère sur notre capacité réelle à convaincre une masse de gens de plus en plus forte. Et honnêtement, vraiment, on a le sentiment que ça commence à faire tache d'huile. Et cette crise, comme disait Cécile, elle met à bas pas mal de fondements du système, que ce soit l'argent magique, comme elle disait, que ce soit voilà, le fait que les grosses entreprises s'en sortent bien sans l'aide de l'État, parce qu'on voit que manifestement, si on ne vient pas à leur rescousse, là, elles se cassent tous la figure, concrètement. Toute l'industrie française est à genoux, que ce soit les petits commerces qu'on va laisser crever, qui font faillite, et alors qu'on laisse des entrepôts Amazon ouvrir, par exemple. Des exemples comme ça, mais qui montrent qu'en fait, tout est en train, ces présupposés-là qui tenaient encore dans la tête de beaucoup de personnes, je pense qu'ils doivent être ébranlés de plus en plus, et notamment concernant les premières lignes. Par exemple, moi, je travaille sur Amazon, notamment les livreurs Amazon, qui n'ont pas compris pourquoi ils étaient obligés d'être exposés au Covid-19 pour livrer des DDD et des sextoys, concrètement, c'est ce qui se passait. Et donc, même voilà, chez ces fractions de cette population-là, il y a un sentiment d'injustice sociale et de lutte des classes très, très forte, parce qu'à cause du virus qui fait encore plus peur que l'inégalité financière. Donc, je pense qu'en fait, le terrain est très propice et que le fait que nous, on s'allie tous ensemble, c'est une très bonne nouvelle pour la suite. C'est pas du tout fini, mais honnêtement, je pense qu'on est mieux parti qu'on l'a jamais été, entre guillemets. Benoît Tess, pour la FSU. Oui, c'est vrai que la question du caractère utopique de ce qu'on demande se pose toujours. Elle se pose toujours aux organisations syndicales, aux organisations de la société civile. Et c'est l'articulation d'abord entre court terme et long terme. Cécile l'a dit, on a quand même pesé en tant que société civile sur les décisions. Bien entendu que sur les grands plans de réorientation, ça vient d'être dit également par Alma, on n'attend pas d'un gouvernement libéral une réorientation complète et parfaite par rapport à nos demandes. Mais je crois fondamentalement que, et d'ailleurs si notre coalition existe, c'est que malheureusement, les périls deviennent plus concrets. Et c'est aussi pour ça que ça devient plus évident et que ce qui paraît utopique à un moment paraît à un autre moment l'évidence et même l'urgence.
on parle beaucoup d'urgence, nous, et si on est convaincu de ce qu'on dit, je le suis, ça veut dire aussi que ce qu'on sème aujourd'hui, ce sont les jalons du futur. Et ce qui paraît utopique aujourd'hui ne le sera plus demain. Et moi, je suis convaincu de notre rôle pour en faire effectivement un sujet d'intervention dont s'emparent les salariés, les citoyens, avec des combats collectifs à mener. On les a menés contre des conditions de production imposées au monde du travail. Mais aussi, moi, ce qui concerne la FSU, par exemple, pour la gestion, le contrôle renforcé par des services publics, une large éducation aux problématiques environnementales. En fait, on a le sentiment que nous avons besoin, alors sans doute de réinventer tout un paradigme, mais de donner un horizon. Même s'il peut paraître utopique, même si les grands plans de réorientation que nous exigeons dans la pétition, nous avons bien conscience que ce sont des horizons. Je pense que c'est nécessaire d'avoir ce type d'horizon pour avancer après très concrètement. On parlait de l'alimentation, on parlait de l'agriculture. Moi, si je prends un secteur que je connais bien, l'enseignement agricole, aujourd'hui, vous avez des professionnels, des enseignants, des personnels qui souhaiteraient pousser pour qu'on apprenne davantage, on forme davantage les jeunes à de nouvelles pratiques agricoles. Et derrière, vous avez un monde professionnel, des lobbies qui freinent des cas de fer, qui imposent toujours les mêmes solutions, productivistes, etc. Et on n'en sort pas parce qu'on n'arrive pas à imposer effectivement cet horizon agroécologique et en tout cas toutes nos demandes. Mais c'est pas parce que effectivement les salariés auraient pris des habitudes et des routines et qui souhaiteraient continuer dans leur routine. Pas du tout. Il y a des combats très forts qui se mènent dans l'enseignement agricole. Il y a des combats partout qui se mènent. Il faut les fédérer autour de cet objectif, cet horizon commun qui devient de plus en plus concret. Donc c'est vraiment l'articulation aussi court terme et long terme hein, qui est en jeu ici. Et je crois que nos combats, nos demandes sont pas si utopiques que ça. Si on regarde aussi ce qu'on demande, ça s'appuie beaucoup sur l'existant hein, en réalité. Quand on dit qu'il faut un grand plan de développement des services publics, c'est bien parce qu'on dit aussi que les services publics aujourd'hui permettent de faire du commun parfait, permettent de faire du collectif, permettent de se délier des intérêts particuliers, des intérêts des lobbies, permettent de les combattre aussi. Et si on a des services publics bien organisés, forts, qui sont pas corrompus, et donc avec des statuts protecteurs, avec des vérifications importantes, c'est aussi une manière de lutter contre les dérèglements qui adviennent forcément quand on laisse faire le marché, quand on laisse faire les interventions des divers acteurs et des divers intérêts privés. Et sur cet existant, en termes de services publics, en termes de protection sociale, on s'est beaucoup battu sur les retraites, effectivement. Cet existant, bien sûr qu'il n'est pas satisfaisant, on veut l'améliorer, mais c'est aussi un point d'appui. Il y a tout ce qui se passe aussi dans le monde mutualiste, dans le monde coopératif, hein, toutes ces expériences-là sur lesquelles on doit s'appuyer pour accélérer les choses parce que, de notre point de vue, il y a urgence. On arrive presque à la fin du temps pour cette table ronde. J'ai une dernière question, il faudrait des réponses courtes. On est à la veille du 1er mai. Normalement, le 1er mai, on manifeste autour de toutes les causes de l'émancipation, de l'égalité, les causes communes qui sont à la fois écologiques, sociales, démocratiques, féministes. Les unes et les autres, comment vous manifestez demain, 1er mai 2020, confiné? Alma? Écoutez, moi là je suis en périphérie urbaine dans une maison, mais je vais quand même essayer de faire ma banderole et en fait j'aurais adoré aller dans l'espace public et l'accrocher en centre-ville, mais je ne sais pas si je vais essayer d'oser, ouais, je vais essayer de me faire ce petit plaisir. Voilà. En respectant les distances et en vous protégeant pour protéger Tout les à autres. fait, bien Voilà. sûr, évidemment. Nicolas, comment vous allez manifester le 1er mai? Les travailleurs, les travailleuses, c'est un jour, c'est l'anniversaire de ma fille. Donc, on va avoir une journée en famille. On va avoir une journée également où on va pouvoir voter sur les raisons pour la reconnaissance des droits des travailleurs, des travailleuses, des paysans, hein, l'ensemble des salariés. Et si j'ai l'occasion d'aller travailler, on a la chance d'être moins confiné, donc de la capacité à sortir.
si je dois sortir avec mon tracteur, on aura une ou deux pancartes sur le tracteur pour faire voir les revendications et les mots qu'on a à dire en cette journée du 1er mai. Benoît, comment vous manifestez demain? Quelle banderole au balcon? Ça sera un peu numérique aussi. Je suis à Paris, donc je pourrais peut-être être un petit peu visible dans ma rue avec une banderole que je n'ai pas encore confectionnée, mais que je m'apprête à faire pour montrer que, à mon avis, je vais faire une banderole autour de l'urgence climatique et écologique et sociale, parce qu'il s'agit de droits humains, de droits de travailleurs. Donc, je n'ai pas encore confectionné les choses. Mais je pense effectivement, ça va être très frustrant parce qu'un 1er mai, c'est quand même la présence physique, on retrouve les camarades, on est content de le faire dans la rue. Je souhaite que cette situation dure le moins longtemps possible parce que même si on n'est pas dans la rue, même si on n'est pas dehors visible en masse, notre force, ça reste la force du nombre, la force du collectif. Et donc, il va falloir que ça soit visible sur Internet, au balcon éventuellement. Mais ça va être frustrant aussi et j'espère que la période sera la plus courte possible parce que cette frustration, elle est celle des militants qui ont besoin de ne pas être uniquement sur les réseaux sociaux et avec le miroir déformant que ça fait aussi et qui ont besoin de retrouver des réunions physiques et collectives. Donc souhaitons-nous un retour à la normale le plus tôt possible. Cécile, comment manifester demain? Je vais manifester comme Benoît, Nicolas et Alma en fonction de l'endroit où je suis et sur les réseaux sociaux et en relayant aussi les mots d'ordre et les slogans qui seront affichés sur les balcons, sur les fenêtres, parce que je pense que oui, c'est un moment particulier. Mais surtout, je crois que c'est un 1er mai quand même un peu différent. D'abord, on n'a physiquement pas la possibilité d'être dans la rue, mais aussi c'est un 1er mai qui s'inscrit après dans le cœur de cette pandémie, mais après des mouvements sociaux très importants contre les inégalités dans beaucoup de pays du monde. Et au moment où nous parlons au Liban, la situation est extrêmement tendue, mais aussi après un grand moment qui n'est pas terminé, qui a été celui de MeToo. Donc on a une sorte de convergence des sujets et de la base de ce qu'on sent qui mûrit dans les sociétés, pas seulement occidentales, du monde entier, pour une humanité plus douce, plus inclusive, plus juste, plus durable. Et donc c'est un 1er mai qui renouvelle de la motivation et de l'énergie pour chacun d'entre nous, je crois. Et nous, pour Mediapart, on vous appelle à nous envoyer tout ça, des photos, des témoignages, des récits, des petits bouts de films. Le club @mediapart.fr, il y a une édition spéciale, confinée mais mobilisée. Manifestez, venez manifester tous ensemble. Faisons de ce virtuel du réel sur Mediapart. Nous publierons tous vos récits, tous vos témoignages. Merci à toutes et tous d'avoir suivi. Signez massivement l'appel qui est issu de la tribune. Je rappelle la fin de cette tribune et de cet appel qui a permis aujourd'hui à 16 organisations de se retrouver ensemble. Et en effet, toutes les dimensions sont là, démocratiques, écologiques, sociales, féministes. Lorsque la fin de la pandémie le permettra, donnons-nous rendez-vous pour réinvestir les lieux publics et construire un jour d'après. Nous appelons toutes les forces progressistes et humanistes et plus largement toute la société à reconstruire ensemble un futur écologiste, féministe, social, en rupture avec les politiques menées jusque-là, avec leur désordre, leur impéritie, leur imprévoyance et leur inconséquence. Alors, tous ensemble, demain, pour le 1er mai. Merci.